Balbec 4, une version abrégée de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, lue par Laurence Grenier. Saint-Lô était à Doncières ce jour-là, et j'étais prêt à trouver de la beauté à toutes les femmes. Je n'allais pas bien, et tandis que j'attendais ma grand-mère devant l'hôtel, je notais sur la digue 5 ou 6 filles, toutes différentes, les unes tenant des clubs de golf, d'autres poussant leur vélo. C'était l'heure de la promenade, quand tout le monde défile devant un public très critique, assis sur une rangée de chaises. Ce public était appelé lui-même à changer de rôle quand son tour d'être vu arriverait, le tout en ayant l'air de ne pas s'en soucier. Les filles me paraissaient toutes belles, quoiqu'à ce moment je ne pouvais distinguer la beauté de chacune. Les détails de leur physionomie charmante, je ne pouvais les attribuer à l'une ou l'autre. Ces jeunes filles, toutes jolies, naturelles et sportives, s'étaient peut-être choisies inconsciemment pour ces qualités. Elles ne s'intéressaient pas à la foule qui les entourait, resplendissant d'indifférence. Comme elles s'approchaient de moi, je pus distinguer leurs traits. Je m'imaginais que ces filles au langage très libre étaient sans doute les maîtresses de coureurs cyclistes ou que, pour le moins, elles ne pouvaient être vertueuses. Le regard noir et rieur de l'une croisa le mien. Cette jeune cycliste, je la désirais, mais je désirais aussi toute sa vie, souhait irréalisable et enivrant, car la vie de ces jeunes filles que je voulais pénétrer représentait une extension de moi-même, une multiplication du bonheur. Elles étaient comme une haie de fleurs des espèces les plus rares. Je rentrais pour faire une sieste, prescrite par le médecin local, avant d'aller rejoindre Robert pour dîner. Je passais devant le directeur, dont le visage n'était plus fait à présent que de traits familiers que j'avais fini par déchiffrer. Je me demandais si les jeunes filles habitaient Balbec. J'avais entendu quelqu'un sur la digue parler de la petite Simonet, et ce nom, qui devint si important pour moi quelques années plus tard, j'ai essayé souvent de me rappeler comment il avait résonné pour moi la première fois que je l'avais entendu. Pendant ces moments de repos, avant de dîner, je profitais de la vue sur la mer. Je prenais plaisir à ces instants paresseux. J'accumulais des forces, me préparant au plaisir, à dîner, de revoir un visage de femme que j'avais remarqué. Aimé entra, et, en causant, me dit que Dreyfus était coupable et que, d'après lui, on apprendrait toute la vérité d'ici l'année suivante. Je comptais sur Saint-Loup pour m'aider à rencontrer les jeunes filles, en particulier mademoiselle Simonet. Je fus déçu car mon ami devait rentrer cette nuit à Doncières. De plus, il n'avait aucune curiosité pour la petite bande. Son amour pour son actrice, sa fidélité à elle, l'emplissait tout entier. Nous allâmes dîner à Rivebelle. Je devais faire attention à ma santé, mais malgré la sollicitude de Saint-Loup, aussitôt que je pénétrais dans le restaurant inondé de lumière, j'étais un autre homme. Je remarquai un de ses servants, très grand, emplumé de superbes cheveux noirs, la figure fardée d'un teint qui rappelait davantage certaines espèces d'oiseaux rares que l'espèce humaine, et qui, courant sans trêve et, eût-on dit, sans but, d'un bout à l'autre de la salle, faisait penser à ces haras qui remplissent les grandes volières des jardins zoologiques de leur ardent coloris et de leur incompréhensible agitation. Bientôt le spectacle s'ordonna, à mes yeux du moins, d'une façon plus noble et plus calme. Toute cette activité vertigineuse se fixait en une calme harmonie. Je regardais les tables rondes dont l'assemblée innombrable emplissait le restaurant, comme autant de planètes, telles que celles-ci sont figurées dans les tableaux allégoriques d'autrefois. D'ailleurs, une force d'attraction irrésistible s'exerçait entre ces astres divers, et à chaque table, les dîneurs n'avaient Dieu que pour les tables où il n'était pas, exception faite pour quelque riche amphitryon, lequel, ayant réussi à amener un écrivain célèbre, s'évertuait à tirer de lui, grâce aux vertus de la table tournante, des propos insignifiants dont les dames s'émerveillaient. L'harmonie de ces tables astrales n'empêchait pas l'incessante révolution des servants innombrables,
lesquels, parce qu'au lieu d'être assis comme les dîneurs, ils étaient debout, évoluaient dans une zone supérieure. Sans doute, l'un courait porter des hors-d'œuvre, changer le vin, ajouter des verres. Mais malgré ces raisons particulières, leur course perpétuelle entre les tables rondes finissait par dégager la loi de sa circulation vertigineuse et réglée. Assises derrière un massif de fleurs, deux horribles caissières, occupées à des calculs sans fin, semblaient deux magiciennes occupées à prévoir par des calculs astrologiques les bouleversements qui pouvaient parfois se produire dans cette voûte céleste conçue selon la science du Moyen Âge. Sous l'effet du vin, de la musique, je me sentais plus puissant, plus séduisant. On dînait dans la grande salle à manger, mais pour le café, les dîneurs se rendaient dans un couloir qui servait au goûter. Un soir, dans la pénombre, je reconnus la princesse de Luxembourg, que je saluais sans m'arrêter. J'étais enfermé dans le présent, comme les héros, comme les ivrognes. Momentanément éclipsé, mon passé ne projetait plus devant moi cette ombre de lui-même que nous appelons l'avenir. Exalté, je suivis Saint-Loup dans un autre casino, demandant au cocher d'aller le plus vite possible, risquant un accident pour goûter des plaisirs immédiats. Seule ma sensation présente comptait. Saint-Loup connaissait beaucoup des femmes qu'on voyait à Rivebelle pour avoir passé, lui ou un de ses amis, au moins une nuit avec elles, car, avant son amour pour son actrice, il avait été noceur. Et entre eux, des regards entendus s'échangeaient. Je remarquais comment, sous les traits de Saint-Loup, qui ne pouvait rester en place, on sentait bien l'ossature du guerrier, celle de ses ancêtres, plus que celle d'un lettré. Quand je rentrais à l'hôtel, je retrouvais à présent avec plaisir ma chambre qui m'avait été tout d'abord si hostile. Je m'endormais très tard, plein de rêves, d'images de mon passé. Je me réveillais dans l'après-midi et posais à ma grand-mère des questions par exemple sur les Legrandin. Je me rappelais alors une blonde vue à Rivebelle dont je pensais qu'elle m'avait remarqué. Saint-Loup ne la connaissait pas. Il croyait qu'elle était comme il faut, et soudain je ne pensais plus qu'à elle. Le lendemain du jour où j'avais vu la bande des jeunes filles, je demandai à des clients de l'hôtel s'ils les connaissaient. Personne ne put me renseigner, ce qui dans le fond n'était pas étonnant. Elles étaient à l'âge où l'on se transforme et où d'une année sur l'autre on peut être méconnaissable. Je n'arrivais pas à faire leur connaissance, et Saint-Loup, sur qui je comptais, n'était pas à Balbec, l'après-midi. Le soir, il était plus libre et nous allions à Rivebelle. Nous y avions noté un personnage grand, musclé, aux traits réguliers, barbe grise, qui arrivait tard pour dîner et dont le regard restait dans le vide. Nous renseignant auprès du restaurateur, nous apprîmes qu'il s'agissait d'Elstir, un peintre dont Swann m'avait parlé comme d'un grand et célèbre artiste. Bien que Saint-Loup et moi n'avions jamais vu de ces tableaux, nous étions tous tout exaltés d'être en présence d'un tel artiste. Comme nous étions très jeunes, nous ne pouvions garder cet enthousiasme pour nous-mêmes. Nous lui écrivîmes une lettre décrivant nos relations avec son ami Swann et notre admiration pour son talent. Un garçon ayant apporté notre mot à Elstir, celui-ci le lut et nous ignora, nous faisant regretter de lui avoir écrit. Cependant, lorsque le peintre, son dîner fini, quitta le restaurant, il vint s'asseoir à notre table quelques instants. Je lui parlai de Swann, sans réponse, au point que je crus qu'il ne le connaissait pas. Mais il m'invita à venir visiter son atelier à Balbec. À côté de celle d'un grand artiste, l'amabilité d'un grand seigneur, si charmante soit-elle, a l'air d'un jeu d'acteur, d'une simulation. Saint-Loup cherchait à plaire. Elstir aimait donner, à se donner. Tout ce qu'il possédait, idées, œuvres et le reste qu'il comptait bien pour bien moins, il l'eût donné avec joie à quelqu'un qui l'eût compris. Il s'adressait à moi et non à Saint-Loup, et me dit qu'il recherchait la solitude, pas par indifférence, mais au contraire par amour pour les autres auxquels il destinait son œuvre.
Je lui promis d'aller le voir un des jours suivants. Mais le lendemain, je croisai une des jeunes filles, sans reconnaître laquelle, et qui portait des clubs de golf. À partir de ce jour-là, je me mis à ne plus penser qu'à cette fille, probablement mademoiselle Simonet. Ses amies semblaient la respecter, et c'est parmi elles que je la revois encore, sur fond de mer, mettant son visage sur cette silhouette de mon passé. Pourtant, c'est peut-être une autre du groupe aux yeux verts que j'aurais le plus désiré connaître. Mon désir allait de l'une à l'autre. Ma grand-mère, ravie que je puisse fréquenter Elstir, qui pourrait m'apporter beaucoup sur le plan intellectuel, m'encourageait à aller le voir le plus vite possible. Mais je ne pensais qu'à guetter la petite bande sur la digue, en m'habillant du mieux possible pour plaire. La recherche d'une jolie fille dans les stations balnéaires donne bien du charme aux journées oisives. Elle donne un but à toutes ces heures sur la plage. Ne connaissant pas les habitudes de la petite bande, j'essayais de les découvrir. J'anticipais les explications de l'absence des jeunes filles qu'elles me donneraient lorsque je serais devenue leur amie. Mais un doute s'insinuait. Les reverrais-je jamais, car je ne savais pas si et quand elles allaient quitter Balbec. Ce doute, ce risque d'impossibilité me les faisait aimer. Je les aimais toutes, mais, en fait, inconsciemment, n'était-ce pas la mère que j'aimais, un amour même le plus exclusif pour quelqu'un cachant toujours l'amour d'autre chose? Ma grand-mère était déçue que soudain je m'intéresse plus au golf et au tennis qu'à des conversations avec un grand artiste. Je lui obéis finalement et allai rendre visite à Elstir. Il faisait chaud et il habitait loin. La maison qu'il louait était laide, mais assez grande pour son atelier, le jardin quelconque. Pourtant, toute cette laideur disparut quand je fus entouré de ses œuvres. Je me sentis très heureux, car je ressentais qu'il était possible d'atteindre une connaissance poétique de toutes ces formes que je n'avais pu extraire de la réalité. Et l'atelier d'Elstir m'apparut comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde, où, du chaos que sont toutes choses que nous voyons, il avait tiré en les peignant sur divers rectangles de soie, de toile qui étaient posés dans tous les sens, ici une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lilas, là un jeune homme en coutil blanc accoudé sur le pont d'un bateau. Le veston du jeune homme et la vague éclaboussante avaient pris une dignité nouvelle du fait qu'il continuait à être, encore que dépourvu de ce en quoi il passait pour consister, la vague ne pouvant plus mouiller, ni le veston habiller personne. L'atelier était couvert de marines de Balbec, non de sa première manière, mythologique, ou sa deuxième manière, influencée par le Japon, qui, d'après une revue d'art qui traînait, était largement présent dans la collection de Madame de Guermantes. Les tableaux étaient l'équivalent en poésie de métaphores, une métamorphose de ce qu'ils représentaient, comme parfois une bande de mer a l'air d'être une partie du ciel ou de côte, supprimant les démarcations entre elles. Un exemple frappant de son style se situait dans la peinture du port de Carquetuit, où mer et ville s'interpénétraient. Pour arriver à cette vision, Elstir se débarrassait des notions produites par son intelligence. Or, c'était un homme très cultivé. Je m'en rendis compte lorsque, comme je lui avais confié ma déception devant l'église de Balbec, il se décria et me décrivit quelle beauté on trouvait dans la Bible sculptée, quelle vision céleste en donnait les détails des épisodes représentés. Il considérait cette église d'un modèle supérieur à tout ce que je pourrais voir en Italie. J'ajoutai que j'avais pensé trouver en cette église un monument presque persan. Ce n'était pas faux, me dit-il, me remarquai. Certains chapiteaux dépictent un sujet persan et d'autres parties sont très orientales. La conversation m'amenait à dire qu'on m'avait conseillé la Bretagne, mon esprit étant trop enclin au rêve. Pourtant, Elstir me donna le conseil inverse, car il pensait que ce qui guérit un peu du rêve, ce n'est pas moins, mais plus de rêve.